痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh, canne à pêche, ça se prosse. Les températures baissent, l'ambiance du monde fait peur, les pastèques se vendent de moins en moins en grande surface, ouais. Le monde il est pourri. Et parce qu'il est pourri, on va parler du négatif. Encore. Je suis trop dark. Bref, aujourd'hui au programme, on va analyser certaines décisions dans la conception de Naruto. Des décisions, ma foi, totalement dispensables. Des décisions qui, selon moi, portent atteinte à la qualité globale de Naruto, le manga. Évidemment, il ne s'agit que de mon ressenti vis-à-vis de ces décisions, donc si vous êtes pas d'accord, y a pas de mal. Juste, j'avais envie d'en parler depuis un petit moment, parce que même si Naruto est une œuvre minutieusement travaillée, il y a toujours des éléments qui auraient pu ou dû être faits différemment. Accrochez-vous. Et puisque j'entends la foule réclamer l'existence de Danzo comme numéro 1, 2 et 3 de cette liste, on va pouvoir commencer. On en a déjà parlé quelques fois sur cette chaîne, histoire de lui lancer quelques petites crottes de nez après une bonne semaine de rhume. Cette décision a été, attendez là, je cherche le bon mot, complètement débile. Alors attention, je n'ai aucun problème à ce qu'un personnage meure. Au contraire, je pense faire partie de cette communauté qui considère que Naruto aurait dû avoir beaucoup plus de morts. Et si je considère que Gai Maito, mon personnage préféré, devait mourir, c'est que je suis pas de mauvaise foi. C'est juste que pour Neji, y a absolument rien qui va, quoi. Déjà, de toute cette guerre, c'est le seul personnage important à mourir. Oui, il y a eu Shikako et Inoichi, mais là on parle quand même d'un membre du groupe du héros, et pas n'importe lequel. Un des membres les plus populaires de la partie 1, dont le développement a été l'un des tout meilleurs. Certes, son arc narratif s'est terminé pendant la recherche de Sasuke, donc techniquement, il y avait plus besoin de lui. Mais ce qui est horrible, c'est que même s'il avait plus grand chose à raconter, l'évincé de la narration c'était pas la meilleure des idées. Parce que l'évincé, pourquoi pas? Jiraiya n'avait plus énormément de choses à raconter, l'auteur l'a fait mourir et c'est globalement bien accepté par tous. Mais faire mourir Neji n'avait qu'un seul but, et normalement vous avez capté lequel. Mettre Naruto et Hinata en couple. Débile. C'est débile parce que même si je suis pas fan de leur relation, la mort de Neji n'avait aucun intérêt. Dans The Last, quand on a construit la relation Naruto-Hinata, on a découvert que ça date depuis leur enfance, et même si c'est sûrement une idée qui est arrivée dans la tête de l'auteur après, nous en tant que spectateurs, c'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Neji n'avait pas besoin de mourir pour les rapprocher, les deux étaient destinés à le faire sans lui, The Last nous le prouve. Parce que même avec leur rapprochement pendant la guerre, Naruto il était toujours en mode « Oui Sakura c'est Mazouz, lol » quand Minato est arrivé. Hinata était à côté, je vous le rappelle. Pour moi, fallait construire cette relation à partir de l'arc Pain avec sa déclaration, pas tuer Neji pour seulement semer une graine qui ne va éclore que dans un film 2 ans plus tard avec une explication complètement débile. Neji est mort pour faire une passe D à Hinata, et elle l'a même pas saisi. C'est terrible. Surtout qu'en plus, imaginez si Naruto avait été un clone. Les Byakugan ne permettent pas de distinguer un clone de l'original, donc imaginez si Neji s'était sacrifié pour sauver un clone. Et accessoirement, est-ce que Naruto serait vraiment mort de ce bâton vu sa résistance folle? J'en doute un petit peu, ça n'a pas aidé à faire passer la pilule. Neji n'aurait pas dû mourir. Ou alors il aurait fallu que beaucoup plus de monde, y compris le groupe de Naruto, meure, pas juste lui. Tous ses fans à travers le monde, moi y compris, on s'est senti insultés en voyant ça. Sans exagérer. Et en parlant de déclaration, il y en a une qui pose problème et on a tous une raison différente de la détester, j'ai l'impression. Alors attention, je pense avoir compris les tenants et aboutissants de cette déclaration. Calmez-vous. Selon moi, Sakura l'a décidé de prendre sur elle. Quand Naruto lui a promis de ramener Sasuke au village, il a alors pris un énorme poids sur ses épaules et s'est toujours démené pour Sakura, pour lui ramener son Sasuke afin qu'elle soit heureuse. Quitte à se faire violence lui-même, il a accepté de souffrir pour elle. Et en apprenant que Naruto souffre autant de sa promesse, elle a voulu faire pareil. Elle a fait semblant de l'aimer, elle s'est confessée à lui pour que justement, il arrête de rechercher Sasuke et par extension, qu'il arrête de souffrir. Son geste était tout sauf égoïste, tout sauf méchant, tout sauf manipulateur. Bon, un petit peu manipulateur, mais dans le bon sens. Ce geste était donc un acte positif, elle sacrifie son amour pour Sasuke pour que Naruto n'ait plus à souffrir, d'où le fait que je trouve le passage intéressant et super cohérent avec son évolution. Le problème, malheureusement, c'est qu'il faut pas être naïf, Kishimoto. C'était évident que Sakura allait se faire bâcher dans tous les sens après ce genre de choses. Tu te casses la tête à construire Sakura comme un personnage qui passe de fille inutile et cruelle à fille utile mais gentille. Tu l'as fait devenir inutile mais qui en a conscience, puis utile avec des doutes, et enfin véritablement utile. Son développement était vraiment cool, mais malgré ça, on ne peut pas ignorer son nombre de haters dans le monde, et je doute que Kishimoto l'ignorait. En faisant ça, on est d'accord, tu alimentes la pensée collective, à savoir que Sakura se joue Naruto depuis le début, alors que je pense qu'il faut analyser son personnage comme je l'ai fait à l'instant. Et je pense que c'était la façon de penser de Kishimoto
tout en l'écrivant. Mais en faisant ce genre de choses, c'est de la poudre à canon que tu mets entre les mains de ses détracteurs, et ça alimente juste la haine des lecteurs qui vont garder un souvenir moins joyeux de son œuvre. Après, je sais qu'il faut pas axer son manga sur ce que veulent les fans, mais à un moment, faut quand même faire attention. Surtout que cette déclaration, au final, elle a juste servi à tout mettre sur les épaules de Naruto. Encore. Donc ouais, je pense que c'était pas la meilleure des décisions de faire ça. Non seulement ça donne une mauvaise réputation à Sakura, ça change pas grand chose à l'intrigue, et ça nous casse les possibilités du couple Naruto-Sakura au final, donc plus aucun suspense. Vraiment, j'ai du mal à voir un truc positif ici. C'est dommage. Un petit peu plus court ici, mais j'ai pas compris la logique. Genre, t'as un membre de l'Akatsuki au fond du trou, littéralement décapité et sans possibilité de bouger. Il est inconscient, peut continuer de parler, a encore son cerveau fonctionnel... Pourquoi tu ne le récupères pas pour le faire expertiser par Inoichi, le gars qui peut récupérer les infos de son cerveau sans même son consentement? Vous ne pensez pas qu'Idan est une mine d'informations sur son groupe? Surtout que même si je doute que c'était pas une des têtes pensantes, il avait sans doute pas mal d'informations dans sa caboche, genre un futur rendez-vous du groupe, l'explication de la mission, des contacts que Konoha aurait pu interroger par la suite, etc. Je comprends que le groupe l'ait laissé dans le trou juste après, fallait retrouver Naruto et sa bande, fallait rentrer au village pour se reposer, tout ça. Mais on nous fait bien comprendre que sa tête allait être surveillée, donc pourquoi ne pas tenter de récupérer autant d'infos que possible? Kisame, il a pu se faire lire son esprit, donc c'est qu'il y avait aucun jutsu qui l'empêchait, non? Donc ouais, je trouve ça dommage de ne pas avoir pu capitaliser sur ça. Même si c'est juste des petits morceaux, genre le nom du chef de l'Akatsuki, des infos sur la position des membres, genre Itachi, qui est littéralement la mission d'après, ou peu importe. Le plus important, c'est profiter de cet élément scénaristique, et ça, Kishimoto il l'a pas fait, alors que niveau info, ça aurait pu être encore plus précis que ce que Jiraiya récolte. Sur l'Akatsuki, pas dans les bains publics. Oh oui, oh là là, ça c'est un élément que je trouve vraiment dommage. Dans Naruto, on nous fait comprendre qu'il y a 1001 types de missions avec plein de ninjas adaptés dans certains domaines. On a les infiltrations, les captures, les filatures, récupérer un objet, des informations, des protections et j'en passe. Il y a une variété de missions absolument folle et vu la variété tout aussi folle de jutsu pour s'adapter à ce genre de situation, bah t'as entre les mains une petite pépite. T'as tellement possibilité de nous montrer une mission full infiltration où des ninjas vont devoir récupérer un objet sans se faire repérer et repartir comme ils sont venus. Ça je suis désolé mais c'est ultra cool. Quand on pense à un ninja, c'est à ça qu'on pense en général. Une ombre, un gars que tu ne vois pas et qui réussit sa mission sans se faire repérer. Mais malheureusement, dans Naruto, on a décidé de ne jamais montrer une grande variété de missions. On s'est cantonné à 2-3 types de missions et encore que même dans ces cas-là, on n'a pas réussi à en profiter. Parce que vous allez me dire que finalement, la première véritable mission de l'équipe 7, c'est une quête d'escorte, donc ramener et protéger la cible jusqu'à la fin d'un temps imparti, ce qui est différent d'un simple pugilat de manouche sur le parking de Carrefour. Sauf qu'en vrai, dans toutes les étapes de cette mission, l'élément principal, c'était le combat. Kakashi contre Zabuza, juste du combat. Naruto et Sasuke contre Zabuza, avec la cible qui ne se fait pas attaquer. Du combat. Kakashi contre Zabuza et Naruto et Sasuke contre Aku avec toujours la cible qui est en retrait. Du combat. Même une mission de ce style n'est qu'un écran de fumée, c'est juste du combat. Pourquoi ne pas profiter de ce type de mission pour montrer les tactiques ninja pour justement escorter une cible? Genre mettre des pièges sur le trajet pour mindfuck les attaquants, utiliser des stratégies pour repérer en avance les dangers, utiliser des outils ninja comme l'invocation d'êtres humains pour remplir la mission plus facilement. En fait, peu importe. Le plus important, c'est de ne pas nous donner un type de mission pour la forme et de la traiter comme si c'était juste du combat pur et dur. Même Tazuna a accepté que l'équipe 7 se batte comme si la mission était juste en mode battez Zabuza et Aku. Point. C'est dommage un peu. Pareil pour les tracks. La mission de récupération de Sasuke, c'est juste une excuse pour faire combat sur combat. La grande guerre, c'est juste des combats, alors que pendant une guerre, c'était l'occasion de sortir des stratégies de fou pour ne pas juste capitaliser sur la puissance d'un des camps. Bref, vous l'aurez compris, la quasi-totalité des missions, bah c'est juste une mission déguisée pour finir en bagarre. J'aurais aimé plus d'infiltration, de capture, de vrais tracks, tout ça. Des trucs où on est passionné par ce qu'on voit, pas juste Jiraiya qui s'infiltre en 2 secondes au village d'Ame et qui chatouille les gens qui veulent faire parler. Ça, c'est rigolo. On avait mieux à faire, je trouve. Et en parlant de Sannin, il y a un élément qui m'a toujours frustré dans Naruto, le combat des Sannin. Vous savez, dans un arc où le personnage principal est un Sannin qui se fait recruter par un Sannin pendant qu'un autre Sannin essaie de le corrompre, on est en droit de s'attendre à ce que leur affrontement final soit un petit peu stylé. On parle quand même de Sannin. Surtout qu'avec toutes les informations à ce stade de l'œuvre, on sait que les Sannin sont des monstres, leur puissance est teasée comme dépassant très clairement le commun des mortels. T'as Orochimaru qui tue 2 Kage à la suite, t'as Jiraiya qui fait fuir Itachi et Kisame, 2 sérieuses menaces, et t'as le 3ème Sannin qu'on attend de découvrir mais qui semble être à leur niveau. Et quelle a été la meilleure idée de Kishimoto ici? Faire en sorte que les 3 soient giga nerfés. Bah, dis-le Kishimoto si tu nous aimes pas,
franchement. Non, parce que quand même, faire en sorte que les trois soient super nerfés et qu'ils puissent pas utiliser leur plein potentiel, c'est terrible. Quand on les voit, on ne ressent pas la terreur d'un Sannin comme elle nous a été présentée par Kisame. On voit juste trois ninjas se battre dans un combat ultra expéditif qui nous apporte rien au final. Et ce qui est terrible, c'est que Naruto contre Kabuto, c'est le meilleur combat de cet arc. T'as un arc avec 3 Sannin, et le meilleur combat, c'est Naruto qui se fait boxer quasiment tout le combat par le sous-fifre d'Orochimaru. C'est terrible. En manga, le combat des trois était tellement vite expédié, c'est frustrant alors que ça aurait été si cool de voir un combat à leur plein potentiel. Après oui, il faudrait justifier qu'Orochimaru puisse utiliser ses bras, donc sa pleine puissance, et c'est pas possible vu qu'Hiruzen le lui a pris avant de mourir. Mais quand même, hein, c'est comme si je disais que le plus grand combat de l'histoire du monde ninja entre Hashirama et Madara a eu lieu et qu'on l'a jamais vu. Hein? Ce serait dommage, hein? N'est-ce pas? Aucun intérêt. Voilà, je pourrais m'arrêter là, ça devrait déjà vous parler. Mais sérieux, pourquoi diviser le pouvoir de Kyuubi si c'est pas pour creuser l'écart de manière significative entre Kyuubi et le reste des bijoux et entre Naruto et le reste des ninjas? On se casse la tête à expliquer que le nombre de queues ne fait pas la puissance et le bijou avec le plus de queues roule sur la compétition avec la moitié de son chakra. Sérieux? En fait, selon le manga, Minato l'a fait parce que sceller une telle masse de chakra dans une personne est impossible. Même si ça a déjà été fait à 2 reprises, dont sa femme notamment. Et je suppose que l'auteur, au moment où il avait écrit ce passage, savait que Minato allait revenir par la suite pour utiliser Kyuubi. Mais le problème, comme j'ai dit juste avant, c'est que ça crée une entité avec une puissance juste beaucoup trop folle. Si on se dit que Kyuubi est capable de rect 5 bijoux à la suite avec seulement la moitié de son chakra, qu'il est capable de faire tanker à plus de 10 000 ninjas un cataclysme de Jubi et qui confère à son hôte un chakra quasiment infini, c'est fini, non? La puissance de Naruto, elle est juste devenue beaucoup trop absurde en comparaison avec les autres. Je pense que oui, il fallait montrer à quel point Kyuubi était fort, mais rien qu'avec la moitié de son chakra, Naruto il pouvait faire des dingueries sans nom, genre repousser le Mokuton de Madara avec seulement quelques gouttes de son chakra. Quelques gouttes. De la moitié de son chakra. C'est absurde. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, ça sépare Naruto du reste du monde niveau puissance. Comment voulez-vous qu'un combat entre Naruto et n'importe quel ninja non descendant de pro loin du Rikudo ne se termine pas par une victoire sans difficulté? Et encore que si on prend Naruto Rikudo, il y a genre 0 difficulté contre tout le monde. En fait, même si j'aime beaucoup le système de Minato KSM, je trouve que c'est un petit peu le seul élément positif de diviser Kyuubi en deux. Alors que si on prend les aspects négatifs, un giga écart de puissance se crée entre Naruto et les autres, et en dehors de Sasuke, il y a plus personne qui peut suivre. D'ailleurs, j'aurais pu remplacer ce point par un Naruto qui fait tout pendant la guerre, mais on en avait déjà parlé sur cette chaîne, et j'avoue que Kyuubi divisé en deux est assez complémentaire ici. C'était pour préciser. Et du coup, tu vas exclure pas mal de personnages vraiment cool, juste pour montrer à quel point Kyuubi n'est pas juste fort, mais extrêmement cheaté. C'est dommage. Et en parlant d'un personnage exclu de la narration, ça me fait mal celui-là. Rock Lee est indéniablement l'un des personnages les plus appréciés de la première partie. Son histoire émouvante, son combat légendaire contre Gaara, son attitude à la fois drôle, tragique et pleine d'espoir, son côté très humain, très inspirant. Ah là là, je pourrais passer des heures à vous parler de lui tellement ce personnage est incroyable. Et ça, les fans l'ont vu, l'ont compris. Lee n'a laissé personne indifférent. Et c'est ce qui rend encore plus dommage son exclusion dans la partie 2. Parce que jusqu'à la fin de la partie 1, il était là, il était présent et il était important. Sauf que dans la partie 2, il s'est fait complètement effacer. Ce personnage n'avait plus aucun intérêt, plus aucune importance, et c'est vraiment affreux. Certes, son arc narratif était terminé. Oui, je sais que son but était de prouver au monde que c'était un grand ninja, chose qu'il a fait contre Gaara, et son combat final avec Neji n'avait pas vraiment besoin d'exister. Ça aurait été cool, évidemment, mais vaincre Neji était plus pour prouver au monde sa valeur, chose qu'il a déjà fait dans la partie 1. Du coup, on se retrouve effectivement avec un personnage dénué de sens dans la partie 2, qui est là, mais qui raconte plus rien, et toute son écriture va être basculée vers Guy. Et comme vous le savez, Guy est mon personnage préféré, mais c'est vrai que lâcher Lee après tout ce qu'il a fait dans la partie 1, pas fou, hein. Je me dis que potentiellement, tu remplaces Guy par Lee dans la partie 2, et là tu peux le garder important dans l'intrigue. Ce serait sacrifier Guy, évidemment, mais puisque Guy n'a pas été réellement construit dans la partie 1, oui, ça aurait pu valoir le coup. Parce que là, j'ai quand même cette désagréable sensation qu'il manque quelque chose à Lee. Genre, quand tu analyses Shikamaru, tu sens l'évolution entre le début de la partie 1 et la fin de la partie 1. Il grandit, il devient plus responsable, et on passe du tout au tout. Sauf que, contrairement à Lee, en passant la partie 2, il continue de grandir, d'évoluer, et on trouve d'autres trucs à raconter avec. Lee aurait pu suivre ce chemin, et il y avait plusieurs façons de le faire, mais ça aurait nécessité de lâcher un petit peu la grappe de Naruto et Sasuke, genre rendre la moyenne moins forte pour que les 12 de Konoha puissent continuer d'avoir un intérêt. Ça va être triste, attention, mais Lee était trop faible, et il n'avait plus ce qu'il fallait raconter pour perdurer dans l'œuvre. Je pense que c'était une mauvaise idée de l'exclure, vu sa popularité. Encore aujourd'hui, il a une énorme communauté derrière lui, et si on avait fait en sorte de le garder un petit peu important, je pense que l'image globale du manga n'en aurait été qu'améliorée. Il aurait clairement pu représenter un énorme favori du manga, au même titre que Minato ou Itachi finalement. Ça paraît bizarre, mais je le pense sincèrement. In Rock Lee we believe. Je sais, on en a déjà parlé et j'ai pas ultra bien pris cet outrage à Magistras Pros. Naruto, depuis le chapitre 1, le premier,
voulait devenir Hokage. Au début, ça semblait impossible, mais plus la série avançait, plus Naruto surpassait tous ses pairs. D'abord Kakashi, puis Jiraiya, puis Minato, et à force, on s'est dit que oui, il pourrait devenir Hokage. 700 chapitres. 700 chapitres répartis sur 15 ans d'une quête d'un personnage pour atteindre un objectif. À la fin, Naruto sauve le monde, réunit les pays entre eux, met fin au cycle éternel des conflits entre les descendants du Rikudo. Il fait tout. Limite, il trouve le One Piece et les Dragon Ball. La cerise sur le pompon du gâteau de mémé dans les orties, c'est de voir Naruto devenir Hokage. Je l'ai déjà dit, cette scène, c'est ma préférée dans tout le manga. Elle me transperce le cœur comme un beignet qui se transforme en donut. Mais est-ce que vous savez que l'un des pires trucs dans ce manga, selon moi, c'est de ne pas avoir eu cette cérémonie? Cette fameuse cérémonie où il y a le flambeau qui est transmis, Kakashi qui lâche son poste, qui se dirige vers Naruto avec son chapeau, devant tout le monde qui le haïssait autrefois, mais qui n'a pour lui que amour et respect, devant le monument des Hokage, devant littéralement ses prédécesseurs, ses modèles, il devient Hokage à son tour. Est-ce qu'on a besoin de 1000 chapitres pour ça? Non. Un chapitre suffit, un seul. Même quelques pages ça suffisait, pas besoin de dialogue. Genre, t'as Naruto devant la foule qui l'acclame, tu le vois récupérer son chapeau, le poser sur sa tête, tu vois ses camarades qui ont la banane jusqu'aux oreilles, tu vois le monument des Hokage avec une sorte de vision de leur tête dans l'au-delà serein parce que la relève est assurée. T'as une petite scène où tu vois l'ombre de Jiraiya qui veille sur lui et qui apprend qu'il est devenu Hokage. T'as pas besoin de beaucoup de temps d'écran, juste du temps d'écran. 3 pages max. Ou alors si t'es chaud, tu fais un chapitre entier. Tu l'intègres à Zola, je sais pas, peu importe. Tu nous le montres. Et malheureusement, Kishimoto n'a pas pris le temps de le faire. Et j'aime beaucoup l'épilogue de Naruto. Il présente la nouvelle génération, mais puisque je pense que Kishimoto savait déjà que Boruto l'arrivait en série à part entière, on aurait pu avoir le teasing dans The Last de la nouvelle génération. Ça aurait permis de garder un chapitre entier à la toute fin du manga pour avoir la cérémonie dans probablement le chapitre le plus émouvant de tout le manga, histoire de finir en apothéose. Donc ouais, pas avoir eu cette cérémonie, c'est criminel, et même si on l'a eu un petit peu plus tard, c'était juste une parodie de cérémonie, et honnêtement, l'avoir eu après coup, même si elle avait été sérieuse, ça aurait pas eu le même impact. C'était au 700e chapitre qu'il nous le fallait, pas après. Oui, je considère que le Susanoo était une mauvaise idée. En partie. En fait, ce qui est cool avec le Mangekyou Sharingan, c'est les pouvoirs différents à chaque Uchiwa. On a plein de pouvoirs différents, des pouvoirs vraiment cool, des offensifs, des défensifs, des genjutsu, on est plutôt bien. Le problème, c'est qu'avec le Susanoo, tu viens retirer cet aspect fondamental du Mangekyou Sharingan, le côté unique. Si tous les Uchiwa qui possèdent le Mangekyou Sharingan et qui ont développé les deux pouvoirs peuvent utiliser le Susanoo, bah, on perd le côté unique de la chose. Oui, chaque Susanoo est différent, mais ils se ressemblent énormément sur le principe, et en dehors d'un certain stade avancé, tous les Susanoo font la même chose. Et je trouve ça inutile d'avoir mis en place ce système comme obligatoire, là on aurait pu continuer dans la même voie. Genre, tu fais en sorte que chaque œil a un pouvoir différent. Dès que les deux pouvoirs sont débloqués, tu en débloques un troisième, mais ce troisième varie en fonction de l'utilisateur. Pour Itachi, ce sera un Susanoo, comme ça on garde le symbolisme du folklore, mais pour les autres, tu crées un pouvoir encore plus puissant, mais unique. Par exemple, pour Sasuke, dont les pouvoirs sont de créer des flammes noires et de les manipuler, tu crées un troisième pouvoir en rapport avec le feu, qui surpasse complètement les deux autres, ou qui les complète. Pour le Kamui, tu joueras encore plus sur les dimensions. En se creusant un petit peu la tête, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, je trouve, et juste finir avec un Susanoo pour tous les Uchiwa, c'est un petit peu redondant et pas ultra amusant à voir. Parce que oui, j'aime bien le Susanoo, mais faut reconnaître qu'au combat, bah, c'est un petit peu chiant à force. Genre, tu perds l'aspect véritablement ninja et tu affrontes juste un golem quasi indestructible. Ça limite pas mal la qualité des combats, je trouve. Mais ouais, ça rend les Uchiwa presque invulnérables, et en dehors d'Itachi qui est en fin de vie, même des ninjas de Kage ont peu de chances de survivre face à un vrai Susanoo, genre au moins humanoïde. Regardez juste Danzo qui était de base monstrueux, mais qui n'avait rien contre le Susanoo. C'est terrible. Donc décider de donner le Susanoo à tous les Uchiwa qui ont éveillé les deux Mangekyou Sharingan, moyen selon moi niveau utilité. On aurait quand même pu faire plus intéressant. En espérant que qui, vous savez, ne le débloquera pas avant très longtemps. Je croise les doigts. Et pour finir, quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. En gros, je trouve que d'avoir fait de Madara et d'Hashirama des êtres aussi puissants, ça n'a pas énormément d'intérêt. Les rendre puissants? Oui, au-delà du commun des mortels. Les rendre plus puissants que quiconque, y compris les Minato, les Sannin, les membres de l'Akatsuki, etc. Oui. Sans aucun problème. Mais on va pas se voiler la face, hein. Hashirama et Madara sont à un niveau complètement démesuré, et même si ça rend l'arrivée de Madara comme phénoménal, ça pose problème à plusieurs moments de l'œuvre. Déjà, le fait qu'ils soient aussi forts oblige les héros, hein, donc Naruto et Sasuke, à le devenir encore plus, ce qui, une nouvelle fois, va venir creuser l'écart entre eux et le reste du monde ninja. Bah oui, si le standard de puissance c'est Hashirama et Madara, nos deux héros devaient les surpasser pour se tenir au sommet du monde ninja, et malheureusement, le reste de leurs camarades n'avait pas possibilité d'autant progresser. Surtout qu'en vrai, si on dit les termes, c'est un petit peu abusé à quel point ils sont forts, hein, au point même où ça frise la stupidité. Genre, Madara. Déjà, on le présente comme une menace absolue, au point même où Kyuubi fait dans son slip à la simple évocation de son nom. Rien qu'avec ça, on le place comme au-dessus du reste du monde, Hashirama étant la seule exception. Mais en plus, pendant la guerre, tu lui rajoutes les cellules d'Hashirama, des Rinnegan, le Senjutsu,
et Jubi en lui. Normalement, c'est plus possible de le rattraper là. Et pour Hashirama, on l'a déjà dit, ses cellules ont carré la partie 2 tellement cet individu est complètement fumé. Donc ouais, pourquoi avoir décidé de les rendre aussi forts? Même si on avait fait en sorte qu'Hashirama et Madara avaient le même niveau que dans la partie 1, ça devrait pas poser tant de problèmes que ça. Madara, il pourrait revenir avec plein de boosts et il devient la menace planétaire de la partie 2. Là, lui donner autant de pouvoir, c'était juste inutile. Et ça a pour conséquence de donner de l'importance uniquement à Naruto et Sasuke, déjà de par leur statut de réincarnation, mais aussi à cause de leur puissance, qui est la seule à pouvoir rattraper et surpasser l'ancienne génération. Je sais que c'est un défense entre guillemets commun à beaucoup d'œuvres, hein, genre t'as les héros et une certaine catégorie de personnages qui sont à des années-lumière du commun des mortels. Mais si l'ancienne génération avait été plus faible, on aurait pu ne pas autant cheater Naruto et Sasuke, ils n'auraient pas été autant à des années-lumière des 12 de Konoha, et on aurait eu plus de place pour mettre en avant des personnages plus secondaires. À voir si au final ça aurait rendu le manga plus intéressant, hein, vu qu'on aurait pu exploiter davantage certains personnages. C'est un pari risqué, mais pourquoi pas. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, quelles sont les décisions les plus dommageables au manga? Quelles sont les plus inutiles? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, une petite vidéo pour le plaisir. Je ne vais dire que 2 lettres, H, S, et non ce n'est pas Homer Simpson.